21 août 1985. C'est une agonie. Tout le corps est comme tordu de douleur, comme un chiffon qu'on essore. Conversation enregistrée, vision de Sujata. Les briques sur la boue. Sujata. C'était vers le 4, 5 ou 6 août. Je me suis trouvée d'un coup dans une vieille maison sur la véranda arrière, une ancienne maison, presque une demeure, comme autrefois. Note de bas de page, la maison de la famille d'Indira Gandhi. Il y avait des maisons d'aristocrates ou des choses comme cela. Alors, j'étais donc à l'arrière, sur la véranda même, n'est-ce pas? Je voyais les grandes portes, les colonnes, etc., tout. Mais la véranda était assez ouverte et donnait sur le jardin arrière que je voyais devant moi. Un peu au loin, il y avait des arbres. C'était un peu sombre, de vieux arbres, vous comprenez? Et je voyais, comme cela, des mouvements. Et puis j'ai vu un jeune homme, un jeune vraiment, moins de 20 ans, entre 16 et 18, quelque chose comme cela, qui faisait le va-et-vient et faisait un travail. Alors, j'ai demandé ce qu'il faisait. Satprem entre. Sujata à Satprem. Ils ont entendu cette histoire de Sant Longowal, avec qui Rajiv Gandhi avait signé un accord visant à mettre fin au mouvement terroriste pour l'indépendance de l'État du Punjab. Alors, j'étais en train de leur raconter ce rêve. Satprem. Ah oui, oui, c'est bien vu. Oui, alors continue. Sujata. Je ne veux pas vous retarder. Satprem. Oui, continue. Alors, j'ai demandé donc à ce jeune garçon ce qu'il faisait. Il disait qu'il portait des briques parce que Rajiv, le fils aîné d'Indira Gandhi, avait indiqué que l'on doit tout réorganiser. Il avait des idées pour enjoliver le jardin. Et pour cela, il faisait mettre des briques. Et puis le garçon est parti. C'est le jeune garçon qui portait les briques pour les poser. Alors moi, j'étais furieuse de voir ce qu'il faisait. Je suis allée voir. Il y avait un grand arbre, très grand. Mais tout était assez obscur et la terre un peu noire. Je m'approchai pour voir ce qu'il faisait. Et alors, j'ai vu subitement mes pieds qui s'enfonçaient dans la boue. Et j'ai regardé, je ne voyais pas de briques, je voyais quelques morceaux de briques cassées qui flottaient ici et là, et je voyais mes pieds qui s'enfonçaient dans la boue. Alors je suis sortie, et puis je voulais sortir carrément de la maison. Et au lieu de traverser la maison même, il y avait, vous savez, autrefois, entre la maison et le compound wall, une petite allée souvent. J'ai pensé, je vais sortir par là directement. J'ai donc pris ce passage, j'ai fait 2 pas peut-être, je me suis rendu compte, mais où est-ce que je marche? C'était haut comme cela, rien que, Sujatari, quelque chose de jaune qui sentait très mauvais et semi-liquide où j'enfonçais mes pieds. Alors je me suis dit, si je continue, je vais être complètement dedans. Heureusement, je n'avais pas fait beaucoup de pas, j'ai pu me retourner. Et j'ai vu à ce moment que j'avais des bottes. Donc, mes pieds n'étaient pas touchés et j'ai pu enlever mes bottes. Je suis donc sortie par la maison d'Indira Gandhi. J'ai pris la grande porte pour sortir. Et puis, juste au moment où j'allais sortir, sur le seuil, je me suis regardée, je ne sais pas pourquoi, regardée, et c'était comme un jeune garçon, seulement avec un maillot de bain et noir. Et moi, j'étais, comme je suis, assez blanche. Quand j'étais là devant, j'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut mettre des briques dans cette boue? Et puis je me suis dit, mais peut-être que le matin, quand Rajiv était venu, c'était possible de poser les briques. Le résultat, voilà. 2 heures après, c'est Rajiv a des idées, n'est-ce pas? Satprem. Il y a une telle pourriture sous cet arbre de la famille Nehru, n'est-ce pas? Il y a combien?
20 ans de pourriture, 25 ans de pourriture, Sujata. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans de pourriture. Alors, on va mettre quelques briques sur la boue. Cette bonne femme et son père, cette famille Nehru, ils ont vraiment ravagé le pays. Ils l'ont détruit de toutes ses forces de vérité. Ils ont vraiment démoli, en italique, l'âme de l'Inde, si c'est possible. En tout cas, recouvert de toutes sortes d'excréments de boue. X, si je peux vous demander, le garçon, Sujata, qui est-il? Satprem. Ah ça, je ne sais pas. C'est peut-être une partie de l'être de Sujata, ou cela peut être une partie de ton être, ou une partie de ta conscience, ou quoi. Je ne sais pas. Ça alors, ce n'est pas possible de le dire. Note de bas de page, note de Sujata, 21 février 2003. En lisant cette vision, je me suis demandé si le jeune garçon, Sujata, n'était pas le représentant des jeunes Indiens. « 23 août 1985. Maintenant je sais le secret pratique. Le corps sait. Le puissant soleil tire vers la liberté, et la vieille cage de mensonges tire avec ses millions de nerfs pour vous retenir dans sa cage, pour vous faire croire qu'elle est la seule réalité. Et ça tire, et tout dépend, en lettres capitales, de la capacité du corps, de ces millions de cellules qui doivent sentir, crier, en lettres capitales, c'est toi la seule réalité, c'est toi la liberté, c'est toi la vie, c'est toi la victoire sur la terre, c'est toi l'amour, la beauté, la vérité suprême. Le corps a compris. C'est comme dans les camps de concentration. La vérité physique, en lettres capitales, est de l'autre côté des barbelés. Alors ça tire d'un côté et ça tire de l'autre. Il faut savoir où est le vrai sens. Il faut crier la liberté, L majuscule, avec tout son corps et en dépit de tout le mensonge suppliciant, menaçant, ricanant qui voudrait vous retenir dans sa toile d'araignée. La vérité, V majuscule, est de l'autre côté. La liberté est de l'autre côté. La vie divine est de l'autre côté. Tout le reste est mensonge, cruel et illusoire en lettres capitales. À la ligne en lettres capitales, toi tu es et tu es la seule réalité. On est en route vers la vraie libération dans un corps. 24 août 1985. Je ne sais plus où poser ce body, ni où l'allonger, ni où l'asseoir. Je ne sais plus quoi faire. C'est comme les passeports et les frontières. On comprend la complication du système quand on veut en sortir. Ce sont les mêmes gardiens. Les forces qui président au système humain, névralgique ou politique, sont cruelles parce qu'il faut en sortir. C'est justement notre seule chance d'en sortir. Sinon, nous serions une espèce stationnaire et heureuse comme les musaraignes ou les mouettes. Dommage pour les mouettes. Mon dos me fait souvenir de Sri Aurobindo. Point d'exclamation entre parenthèses. L'homme est un anormal qui n'a pas trouvé sa normalité. Il n'y a pas à se désoler. Il faut trouver le moyen. Il existe en lettres capitales. Ils l'ont trouvé alors. Après-midi. Ma plus grande torture, c'est de ne pas savoir si c'est vraiment cela qu'ils veulent, si je fais vraiment ce qu'ils veulent. Alors il y a des voix si atroces et qui revêtent les tons les plus spirituels. Oh, c'est un raffinement de perversité. C'est cela, ma vraie douleur. Est-ce que je fais la vraie chose? Si j'avais une réponse à cela,
90% de la difficulté serait partie. Je plongerais là avec tout mon être, toutes mes forces, quel que soit le supplice ou la résistance. Soir. La nuit dernière, j'étais dans une violente tempête ou rage de destruction matérielle, comme si l'on démolissait la maison. Du monde, la mienne, j'ai raconté à Sujata. Les accidents et les déchaînements de la nature semblent se multiplier partout. Article de journal. Une autre première russe dans l'espace. Moscou, 22 août. L'Union soviétique a affirmé lundi avoir réalisé une première dans son programme spatial lorsqu'elle a annoncé que des bébés rats en bonne santé étaient nés après une période de gestation dans l'espace. L'agence officielle TASS a annoncé cette naissance dans un compte-rendu de l'opération du vol spatial Arche de Noé, lancé le mois dernier, avec à son bord 2 singes, 10 rats, 1500 mouches et des poissons. L'équipage animal de Cosmos 1667, lancé le 18 juillet, est revenu à bon port après une semaine dans l'espace. L'agence TASS a dit que les rats à bord du vaisseau ont eu une progéniture saine et forte, bien que la gestation se soit passée en grande partie en état d'apesanteur. Je savais bien que leur superbe technologie était faite pour sauver les rats. L'arche de Noé des rats. Conversation avec Sujata. La tempête de destruction. Je voudrais te raconter le cauchemar que j'ai fait cette nuit. Cela n'a rien de spécialement intéressant. Enfin, c'est curieux parce que c'était tellement physique. Tu m'as entendu crier. Vers quelle heure? Sujata. Oui, je crois que c'était 00h15. Ce qui est curieux, c'est que c'était extraordinairement... C'était tellement physique. Le soir, je n'arrive pas à m'endormir. Il me faut 2 heures, quelquefois 3 heures pour m'endormir. C'est très rare que j'arrive à m'endormir tout de suite. Généralement, c'est après minuit que je m'endors. Et encore, en faisant vraiment un exercice yogique pour essayer de m'endormir. Donc, hier soir, j'étais dans cet état-là où j'essayais de m'endormir. Mais il y a trop de concentration dans mon corps et c'est très difficile. Ce n'est pas que la pensée soit agitée ou quoi, non. Il y a trop de concentration. Alors, j'essayais donc de m'endormir et je n'y arrivais pas comme d'habitude. Et ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors j'étais dans cet état, mais cherchant à m'endormir. Et dans cet état, c'est-à-dire complètement éveillé, et tellement éveillé que je pensais que c'était physique, j'étais dans une tempête de démolition, une rage de destruction. Tout. On démolissait tout. C'était dans la maison, comme dans la maison. Vraiment, on démolissait tout, on aplatissait tout. C'était une formidable rage de destruction, de démolition et de destruction. Avec un bruit surtout. Un bruit fantastique. Moi, je me couvrais avec ma couverture pour éviter d'entendre ce bruit, mais ça se passait vraiment comme dans la maison. Et une démolition, mais une rage de démolition. Une rage de destruction. Mais c'était extraordinairement physique parce que je me disais, tiens, la seule chose que l'on n'entende pas, c'est des marteaux pneumatiques. Tu sais, d'habitude, on se sert de marteaux pneumatiques pour démolir. Le seul bruit qu'on n'entende pas, c'est celui-là. Mais tout le reste, c'était vraiment comme si on pilonnait, on écrasait, on démolissait des forces d'une violence destructrice comme je n'en avais jamais vu. Avec un bruit, je n'ai jamais entendu de bruit comme cela dans aucun monde. Un bruit de destruction violente en italique et si extraordinairement physique. Parce que je me faisais des réflexions tout à fait...
Je me disais, tiens, le seul bruit qu'on n'entende pas dans toute cette tempête, c'est le bruit des marteaux pneumatiques. Tu sais, quand on veut démolir ou creuser des trous, on emploie des marteaux pneumatiques. Eh bien, il y avait tous les bruits les plus violents possibles, mais il n'y avait pas celui-là. Et je remarquais cela. Et puis alors, à la fin, aucun être là-dedans, uniquement des forces. À la fin, il y a une force d'une couleur rougeâtre qui est venue frapper mon cœur. C'est là que je me suis mise à hurler. Sujata, frapper votre cœur? Avec quoi? Une force. C'était comme une vague de puissance qui avait une couleur rougeâtre ou je ne sais pas, qui est venue. J'étais conscient dans tout ça, comme si ça se passait, mais vraiment physiquement. Et j'ai vu comme un nuage. Ce n'est pas un nuage, tu comprends, ce sont des forces. Ça avait une couleur un peu rouge, rougeâtre, je ne sais pas. Sujata. Rouge sang? Ça n'avait pas de ton violent, de ton éclatant du tout. C'était comme un nuage, si tu veux, une sorte de nuage, mais c'était de la puissance, et une puissance qui s'est jetée sur mon cœur. Et c'est là que je me suis mise à hurler. J'étais conscient, mais je me suis mis à hurler là. C'est à ce moment-là que tu m'as entendu. Ce qui me frappe, c'est que c'était tellement physique. Je ne croyais pas que j'étais endormie, tu comprends? Je faisais des exercices pour essayer de m'endormir. Et c'était vraiment comme dans la maison, là, autour de moi. Je n'avais pas la sensation que ça me touchait du tout, mais c'était tout autour. Et alors un bruit d'une violence. Je n'ai jamais entendu des bruits pareils. Une destruction, une rage de destruction, une tempête de destruction. Et physique. Je te dis, cela se passait comme dans la maison. Je n'étais pas touchée. Ma chambre n'était pas détruite, car je n'avais pas cette sensation-là. Ça, je n'avais pas cette sensation-là. La seule sensation qui me concernait, c'est quand à la fin est venue cette espèce de masse, Sujata, rouge, c'était rougeâtre, un rouge pas lumineux du tout qui est venu frapper mon cœur. Alors à ce moment-là, j'ai hurlé. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'étais pas, Sujata, dans ce monde physique, mais que je n'étais pas dans ce monde, les yeux grands ouverts. Ce qui me frappe, c'est comme c'était extraordinairement physique. Et là, dans la maison, des bruits, je n'en ai jamais entendu. Enfin, sauf quand il y a des bombardements en temps de guerre, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu des bruits pareils. Une rage, une tempête de démolition. Tout était aplati, pilonné, écrasé. C'était d'une violence fantastique et tellement physique. J'essayais de m'endormir, n'est-ce pas? Je n'y arrivais pas. Mais cette force n'a pas pu vous toucher. Eh bien, elle est venue frapper mon cœur. Elle est venue frapper, elle a touché. Ou bien, quand vous l'avez vue, c'est à ce moment que vous avez... Ah, j'ai vu qu'elle touchait mon cœur. Ah, elle a touché. Et c'est pour cela que j'ai hurlé. Oh! Mais depuis 2 ou 3 jours, j'ai des difficultés. Cardiaque? Oui, je ne sais pas. Mais tu sais, ma douce, je vis dans un monde d'expériences tellement difficile que j'ai appris à ne plus croire aux apparences, aux signes, aux maux de cœur, aux maux de nerfs. Ça fait mal, mais j'ai l'impression que je suis en train de me débattre pour sortir de ce monde mensonger. Physiquement, en italique, mensonger, et sous la domination de forces si cruelles. Enfin, j'aime mieux ne pas parler de cela. Non, mais le cauchemar de cette nuit, c'était ça. Et c'est ce coup au cœur, quand c'est arrivé sur moi, je l'ai vu arriver, j'ai senti qu'elle touchait mon cœur, alors j'ai hurlé. Et je t'ai entendu tout de suite. Je t'ai répondu tout de suite, non? Sujata. Non, après 2 ou 3 fois que je vous ai appelé. Ah, j'ai peut-être entendu tout de suite ton cri, mais je n'ai peut-être pas répondu tout de suite, le temps de... Oui, parce que vous étiez encore en train de crier. Alors tu vois, cela n'a rien de spécialement intéressant. Sujata. Si! Sauf le fait que c'était si physique. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai eu des cauchemars, mais je savais que c'était dans d'autres mondes, n'est-ce pas, ou avec d'autres genres de forces. Mais ça,
j'étais étonnée. Je dormais et je croyais que j'étais tout éveillée. Et tout cela, je l'entendais, je l'enregistrais consciemment. J'étais si conscient que j'ai vu cette force arriver pour frapper mon cœur. C'est-à-dire que tout était parfaitement conscient et physique. Voilà. Une rage de destruction, de démolition, de destruction. Sujata. N'est-ce pas, avec tous les accidents? C'est plein d'accidents sur la Terre. Moi, je n'arrive pas à croire que ce ne soit pas le signe de quelque chose. C'est plein d'accidents partout. Comme si toute leur mécanique se démolissait. Sujata. Ce matin, j'ai entendu qu'il y a eu des accidents à 3 avions rien qu'au Japon. Vous comprenez, avec tout ce qui s'est passé, l'un sur l'autre, il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas le fait des hommes, ces destructions, c'est quelque chose dans la mécanique qui ne fonctionne pas ou qui mal fonctionne. Oui, ce sont des forces de la mécanique qui se rebellent. Je n'en sais rien, mais enfin, ce n'est quand même pas une coïncidence que dans tous les coins du monde, partout, il y ait des accidents si violents, et surtout des accidents de la mécanique. Sujata. Remarquez, la nature aussi, elle s'oppose maintenant, ici en tout cas, dans l'Inde, même en Chine. Je ne sais pas. Dans l'Inde, ce sont des rivières en rage. Alors, je trouve ça si extraordinaire, ce truc que j'ai lu dans le journal ce matin, l'arche de Noé. Les Russes ont baptisé leur capsule spatiale l'arche de Noé. Et là-dedans, ils ont mis des rats en gestation. La science pour sauver des rats. La super technologie moderne du XXIe siècle qui envoie des capsules spatiales pour sauver des rats. Rire. Ils vont sauver des rats. Sauver les rats. C'est triste. Sujata. C'est bien symbolique, hein, remarquez. Oh, je trouve ça si étonnant. Ils baptisent ça l'arche de Noé, avec des rats et des rats enceintes pour voir comment ils peuvent faire des petits dans l'espace. Voilà, c'est l'arche de Noé. La prochaine arche de Noé, on va sauver les rats. Rire. Sujata. Mais dans le calendrier chinois, on dit qu'on a passé de l'époque des rats à l'époque des... Ah oui, c'est vrai. C'était le cycle des rats et maintenant c'est devenu le cycle du bullock, du bœuf. C'est cette année, je crois, que l'on a changé de signe. Et les Russes veulent sauver les rats. Éclat de rire. Oh, ce ne sont pas les Russes. La seule chose qu'ils ont à sauver, ce sont des rats, vraiment. C'est tout. C'est très symbolique en italique. Ils peuvent être russes ou américains, c'est tout pareil. Sujata. Alors voilà, vive les rats, qu'ils aillent au fond. C'est rigolo, mais c'est triste. C'est un symbole si étonnant. Leur superbe, mais merveilleuse, technologie. Ils vont dans l'espace avec des précisions millimétriques, n'est-ce pas? Tout cela pour sauver des rats. L'arche de Noé des rats. C'est fantastique. Mais remarquez, quand on voit les caractéristiques des 2 pattes, c'est tout à fait les caractéristiques des rats. Ils rongent, Les 2 pattes? Ah, les hommes! Oui, mais moi je les appelle les 2 pattes. Alors, ils détruisent tout. Regardez les montagnes, regardez les Himalayas, des chaînes et des chaînes. Alors bon, combien de temps ça va durer? Non, ce qui était étonnant, c'est comme c'était physique. Une rage, une tempête de destruction, de démolition. Et des bruits, des bruits, des bruits. Je n'ai jamais entendu un déchaînement pareil de bruit. « 25 août 1985 » La question peut se poser ainsi. Est-ce qu'avec ces derniers soubresauts, le vieux corps fabrique, entre guillemets,
ou matérialise le nouveau. Je pense à cette vision que j'ai eue il y a déjà de nombreux mois où j'essayais d'améliorer, entre guillemets, ce blockhouse de ciment. Mon vieux corps, je suppose. Et ma mère, entre guillemets, me grondait un peu. « Tu es en retard, tu fais attendre le bébé. » Et un mois plus tard, j'ai vu ce bébé minuscule, la tête pendante au bord d'un quai. Je pose la question parce que, subconsciemment, il y a ce désir ou cet espoir d'arranger un peu la situation de ces névralgies, spécialement celle de la jambe droite. Même prendre son déjeuner assis est un problème. Ou en tout cas, de faire ce qu'il faut pour ne pas aggraver la situation. Mais que sert de réparer ou d'espérer réparer ces nerfs endommagés? Et n'est-il pas futile de vouloir faire la transition, préparer un nouveau corps, sans aggraver la situation du vieux corps? Nécessairement, tout doit s'aggraver jusqu'à ce qu'on arrive au point du nouveau. C'est peut-être cette aggravation même qui déclenche ou met en branle le mécanisme nécessaire pour passer à l'autre corps. La situation du vieux poisson s'aggrave jusqu'à ce qu'il trouve des poumons et des pattes. C'est un peu la question qui me trouble. Tu es en retard, tu fais attendre le bébé. Toutes les révolutions politiques ou autres sont l'éclatement extrême d'une certaine situation invivable. C'est probablement aussi l'histoire des mutations évolutives. Par exemple, ce matin, au lieu d'être dans cette concentration immobile, j'ai tenté de marcher de long en large dans ma chambre pour ménager, entre guillemets, mes névralgies. Eh bien, est-ce que je n'ai pas fait attendre le bébé? D'ailleurs, cette marche, bien que plus facile que la position allongée, n'a pas amélioré mes névralgies. C'est un problème très pratique, point d'exclamation entre parenthèses. Mais je m'aperçois bien que tout mon raisonnement peut être fallacieux, car on ne connaît pas du tout la nature de la transition recherchée, point d'exclamation entre parenthèses. Probablement la nécessité même imposera automatiquement sa loi nouvelle. En attendant, il faut y aller névralgiquement et à tâtons. Avec toutes ces voix méchantes et perverses et cruelles qui ricanent dans tous les coins et vous font des admonestations spirituelles, entre guillemets, ou rationnelles. Est-ce que toute cette cage physiologique et nerveuse est un mensonge, M majuscule? Il faut aller jusqu'au bout pour le savoir. Point d'exclamation entre parenthèses. Est-ce qu'il y a la liberté de l'autre côté des barbelés? Il faut en sortir pour la respirer. Mais ce n'est pas la vraie question. Est-ce que, en courant ce risque, je ne risque pas aussi de perdre l'instrument même de la transition? La mort m'importe peu, mais la transition m'importe beaucoup, ne serait-ce que pour donner raison à Mère et à Sri Aurobindo. Et puis il y a la grâce. On fait ce qu'on peut, et la grâce fait le dernier pas pour vous. Soir. Je crois qu'il reste seulement l'horrible chose, comme disait Mère, note de bas de page, voir agenda 9, 26 octobre 1968, page 300. C'est pour cela qu'à un moment ou à un autre, ils attrapent tous la mort. Une certaine neutralité stoïque est ce qui aide le mieux. Aujourd'hui, j'ai marché pendant 3h30. 26 août 1985. Tu m'as donné une raison si profonde de vouloir une autre manière d'être sur la terre. 27 août 1985.
avec une sollicitude, S majuscule, si merveilleuse. Ils m'ont montré cette nuit, par une image, que ces marches n'étaient pas bonnes pour moi. J'ai donc repris ces concentrations allongées. Et toujours cette puissance si formidable, bleue, de sensation bleue, que le corps, toutes ses cellules boivent, sentent comme le divin, la délivrance, le grand soleil de liberté, Sri Aurobindo et mère, et puis quelque chose qui fait une barrière. Cette toile d'araignée nerveuse qui résiste et veut vous retenir dans la prison. Mais ce qui est étonnant et merveilleux, c'est que le corps boit cette puissance, sent que c'est le divin, la liberté, alors que n'importe qui serait un peu terrifié par cette densité éclatante. Il y a quelque chose dans le corps qui sent et sait définitivement que c'est la liberté en lettres capitales, la vie nouvelle. Et il reste cette lutte ou cette résistance dans les nerfs de la jambe droite. Le corps a la sensation de baigner dans cette grande robe de lumière de Sri Aurobindo. Mais maintenant, je sais ce que fait cette puissance. Elle tire la mort du corps, elle tire l'obscurité du corps, et c'est cette mort et cette obscurité qui veulent vous faire croire que vous allez mourir ou éclater. Elles veulent vous faire croire qu'elles sont à la réalité, entre guillemets, physique, qu'elles sont la réalité physique, alors qu'elles sont le mensonge physique. Et elles vous donnent tous les signes possibles, entre guillemets, ou tous les symptômes possibles que vous allez mourir, ou que vous allez vers l'infirmité, ou que vous démolissez votre corps. Tout est bien compris. 30 août 1985. J'ai tiré mon bord aussi bien que j'ai pu. Toutes les voies sont désastreuses et méchantes, comme les vagues dans la tempête. C'est toute la terre qui aurait besoin d'être délivrée de ce suprême hideux. Ô Seigneur, toi tu sais, c'est sans fin cette agonie. 31 août 1985. C'est l'extraction du système nerveux, le passage des barbelés, c'est tout à fait suppliciant. C'est exactement ce que j'avais noté le 23 août. Je ne sais pas si j'arriverai au bout. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas où on va. Il doit, en italique, y avoir la liberté de l'autre côté de tout ça. La combinaison des névralgies du cou, des épaules et de la jambe fait une situation délicieuse.